Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tendance sur les marchés actions qui reste une tendance à plat, comme on le constate depuis plusieurs jours maintenant, avec un phénomène de baisse de la volatilité qui s'accélère encore sur les marchés actions. La vol qui était déjà quand même relativement faible, autour de 17-18, qui est en train de passer à un régime encore inférieur, puisqu'on constate que le VIX, depuis quelques heures et quelques jours maintenant, fait des incursions sous le niveau de 15 et même brièvement sous le niveau de 14 qu'on a pu voir ces dernières heures. Est-ce qu'on est déjà dans une forme de complaisance avancée, prononcée? Peut-être pas. En tout cas, on ne peut plus parler de pessimisme sur les marchés actions avec ce niveau de volatilité qui peut d'ailleurs avoir l'avantage de permettre aux opérateurs de se couvrir à bon compte. Le coût de la protection est très peu cher aujourd'hui sur les marchés actions et c'est peut-être le moment d'engranger un peu de protection avec des niveaux de prix qui restent effectivement élevés. On voit cette sous-performance de l'Europe depuis quelques semaines avec des indices qui restent en consolidation à plat, tandis que le marché américain, lui, continue de pousser vers le haut avec un S&P 500 autour de 4280 points, qui est un niveau important avec des enjeux techniques même importants, très regardés par les opérateurs financiers en ce moment. Voilà pour la toile de fond des marchés en ce début du mois de juin. Parmi les statistiques économiques qui marquent cette séance, on notera la machine chinoise à exporter qui cale assez significativement au mois de mai. Les chiffres de la balance commerciale chinoise ont été publiés ce matin avec une baisse des exports sur un an au mois de mai de 7,5%, bien au-delà de ce que le consensus des économistes attendait. Dans le détail, on notera d'ailleurs une baisse des exportations encore plus prononcée à 2 chiffres même vers des marchés comme le marché américain, le marché japonais ou encore la France et l'Italie. À l'inverse, dans l'agrégat de la balance commerciale, il faut noter que les importations chinoises se sont contractées moins que ce que prévoyait le consensus des économistes, qui montre qu'il y a quand même un filet de croissance en Chine aujourd'hui, malgré des déceptions qu'on a pu avoir sur l'intensité de la reprise chinoise. Voilà donc pour la situation de marché aujourd'hui. Nous évoquerons avec nos invités les enjeux en matière de politique monétaire, qui sont les enjeux immédiats pour les investisseurs avec la perspective des réunions Fed et Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Et puis au-delà de ces réunions, grande question sur le dollar. C'est toujours un moment intéressant de parler du dollar, mais peut-être particulièrement en ce moment. Où va le dollar au-delà de la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine? Quelles sont les perspectives moyen-long terme que l'on peut avoir pour la dynamique de la devise américaine? Question qu'on posera dans quelques instants à Samy Char, chef économiste de Lombard-Odier. Et en plateau, à nos côtés, Julien Tisserand nous accompagnera, gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Mais parlons du dollar pour commencer avec Samy Char qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Lombard-Odier. Bonjour et bienvenue Samy. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours passionnant de s'arrêter quelques minutes pour évoquer le sujet du dollar. Vous l'avez fait d'ailleurs récemment dans un papier de recherche qui a été publié chez Lombard-Odier avec la question de la perspective moyen-long terme qu'on peut avoir pour le dollar. Avant d'en venir à cette vision, Samy, un mot quand même de l'histoire de court terme qu'on observe depuis quelques semaines, à savoir le fait que depuis que Jérôme Powell a signalé une pause ou l'idée d'une pause début mai lors du précédent comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, depuis ce moment-là, le dollar ne cesse de progresser contre un ensemble de devises. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation, ce raffermissement du dollar, et comment est-ce qu'on le remet dans une perspective un peu plus moyen-long terme? Alors, à court terme, tout dépend du différentiel de taux d'intérêt, et notamment du différentiel de taux d'intérêt réel.
À très court terme, on a le sentiment qu'on a atteint un équilibre. La Réserve fédérale américaine est proche de son apogée, la Banque centrale européenne l'est également, à 3,5 ou 3,75. On sent qu'on y est, quoi. Et puis l'inflation est en train de baisser dans les deux zones. Donc le différentiel de taux d'intérêt réel entre l'Europe et les États-Unis me semble stable. Et ça nous dit un dollar qui devrait végéter entre 1,05 et 1,10. On a un forecast fin d'année à 1,10 sur ce différentiel-là. En revanche, ça bougera plus lorsque ce différentiel de taux d'intérêt va se faire défavorable au dollar. C'est lorsqu'on aura atteint un niveau d'inflation plus confortable qui permettra aux banques centrales d'indiquer qu'elles vont peut-être commencer à baisser les taux en 2024. Et comme la Fed a plus d'espace pour baisser les taux que les autres banques centrales, ça devra être négatif dollar. Donc 1,05, 1,10 aujourd'hui et probablement 1,15, 1,20 au fur et à mesure qu'on s'engage dans 2024. Effectivement, donc cette reprise du dollar, effectivement, c'est pour vous une parenthèse dans une route qui est plutôt une route d'affaiblissement du dollar, en tout cas sur l'horizon fin d'année. Samy, quand on parle d'un affaiblissement du dollar, évidemment, on regarde la parité euro-dollar naturellement. Est-ce que face à d'autres devises, on peut imaginer que le mouvement de baisse du dollar soit un mouvement prononcé, significatif? Quelles sont les devises face au dollar qui pourraient profiter de l'affaiblissement du dollar? Alors, lorsqu'on sera dans une tendance d'affaiblissement du dollar, en raison du différentiel d'intérêt, c'est-à-dire à partir du moment où la Réserve fédérale américaine pourra couper les taux, et on pense à la première baisse de taux en mars 2024, ce sera une dépréciation généralisée du dollar dans un environnement qui sera un environnement d'amélioration. Lorsque la croissance mondiale va bien, généralement, le dollar perd un petit peu de valeur contre le reste des devises puisque l'effet reste du monde versus les États-Unis s'épanouit. Et c'est généralement dans ce contexte-là qu'on a une dépréciation un peu plus généralisée du dollar sur un différentiel de croissance favorable aux émergents, sur un différentiel d'intérêt qui sera probablement favorable à l'euro et également au yen. Mais c'est un tout petit peu tôt pour imaginer cet affaiblissement du dollar généralisé. Pour ça, il faut vraiment que l'inflation revienne vers des niveaux plus confortables et que la Fed puisse commencer à indiquer qu'elle baissera les taux en 2024. On n'en est pas encore complètement là. Donc un certain équilibre autour de 1,05, 1,10 aujourd'hui. Au-delà de ce cycle ou ce mini-cycle conjoncturel que vous décrivez, Samy, dans une vision plus prospective, et c'est d'ailleurs l'exercice auquel vous vous êtes attelé dans ce papier de recherche, Samy, il y a cette volonté d'une partie du monde peut-être même grandissante, de se dédollariser. Comment est-ce que vous intégrez cette volonté affichée de la part de certains États, banques centrales, moins alignés peut-être que précédemment sur les intérêts du dollar et les intérêts américains? Comment ce facteur-là peut jouer dans une perspective de long terme quand on regarde la devise américaine? Oui, Grégoire, on va beaucoup en entendre parler de cette dédollarisation parce qu'à chaque fois que la valeur du dollar faiblit, même si c'est en raison d'un différentiel d'intérêt, on va avoir tendance à parler de dédollarisation et encore plus aujourd'hui parce que vous l'avez très bien dit, il y a une réalité géopolitique, une volonté peut-être de se protéger des sanctions à terme et donc pourquoi pas se dédollariser, notamment quand on pense à certains gros émergents. Le problème, c'est qu'on a une conviction très très forte sur la question et on est ravis d'en débattre, mais c'est que c'est très difficile de se dédollariser à deux niveaux. Déjà au niveau du stock, c'est que si vous avez beaucoup de réserves en dollars, on pense aux Chinois qui en ont 3 500 milliards, si vous voulez dédollariser, comment vous faites? Il n'y a que 1 000 milliards de francs suisses disponibles, elle est détenue par la Banque nationale suisse, pareil pour le yen qui est détenu, les réserves en yen sont détenues par la Banque du Japon, donc c'est difficile de trouver des actifs disponibles. Ensuite, au niveau de votre stock, si vraiment vous voulez dédollariser, vous allez céder de la liquidité, puisque vous allez acheter une devise qui est moins disponible, vous allez lâcher de la sécurité, par exemple si vous allez pour du renminbi chinois, vous avez à faire face à un compte de capital qui est fermé, donc moins de sécurité institutionnelle, et vous allez devoir lâcher du rendement, parce que par exemple pour le renminbi, la Banque populaire de Chine paye 2 sur les réserves en renminbi, alors qu'aujourd'hui la Fed paye 5 sur les réserves en dollars. Donc évidemment, gérer son stock de dollars pour quelque chose d'autre, on voit bien que c'est assez compliqué, sans rentrer dans les questions du flux, c'est-à-dire que tous ces pays continuent de recevoir des dollars parce qu'ils dépendent du consommateur américain. C'est donc légitime de vouloir se dédollariser. En revanche, c'est pas toujours possible. Effectivement, à l'instant T, ça paraît compliqué. Est-ce qu'on peut réfléchir quand même à l'idée
d'alternatives montantes qui pourraient devenir crédibles à un moment, au moins partiellement, pour certaines banques centrales. Enfin, l'idée de l'euro à un moment était cette idée-là quand même, Samy. C'est un très bon point, Grégoire. C'est assez amusant d'ailleurs. Si vous êtes brésilien, chinois et que vous souhaitez dédollariser, est-ce que vraiment vous vous protégez des sanctions et du bloc dollar en allant pour de l'euro, du sterling ou du yen, qui sont très clairement, encore une fois, des alliés des États-Unis? Donc, vous ne parvenez pas à vos fins lorsque vous diversifiez votre stock dans de l'euro ou dans des devises alliées aux Américains. Vous devez le faire dans un actif qui est quelque part en dehors du bloc dollar. Et là, je ne vois pas beaucoup d'alternatives au renminbi chinois. Et donc, effectivement, on voit bien quand même la difficulté à trouver une alternative, en tout cas en ce qui concerne le stock. Est-ce qu'on peut imaginer la création d'alternatives, j'allais dire, presque ex nihilo? Je sais qu'au sein des BRICS, par exemple, la question peut-être de créer un actif commun qui pourrait être une monnaie, au moins une monnaie de réserve. Ce sont des sujets qui reviennent régulièrement, alors qui sont au niveau de la discussion, de la conversation verbale aujourd'hui, mais ce sont des idées qui traînent, pour dire les choses trivialement. C'est légitime. Alors, on a beaucoup parlé du stock. Est-ce qu'on peut trouver une alternative au stock, le renminbi, peut-être d'autres émergents qui, comme vous l'avez si bien dit, créeraient une réserve ex nihilo? Le problème, si vous voulez vraiment dédollariser, c'est que vous devez gérer aussi le flux de réserves en dollars que vous continuez de recevoir. Comprenez le mécanisme économique sous-jacent à ces réserves, à ce flux de réserves en dollars. La plupart des pays émergents, et notamment la Chine, sont très fiers d'avoir un excédent commercial, donc de vendre leur production à qui? Essentiellement aux consommateurs américains. Or, ce consommateur américain, il paye en quoi? Il paye en dollars. Donc, tous les pays émergents, et notamment la Chine, qui sont excédentaires par rapport aux États-Unis, de facto vont continuer, mois après mois, à recevoir des dollars. Donc, même si vous arrivez à gérer votre stock de dollars, votre problème, c'est que vous restez dans un fondamental de croissance où vous accumulez du flux mois après mois. Et ça veut dire que si vous voulez vraiment vous dédollariser, notamment au niveau du flux, pas uniquement au niveau du stock, vous devez changer votre modèle de croissance et vous devez accepter de ne plus être excédentaire par rapport aux consommateurs américains. Vous devez donc plus dépendre de votre propre consommateur ou d'un autre consommateur. Et là, encore une fois, on voit le manque de progrès qui est fait par la Chine au niveau de sa diversification économique. Donc, pour conclure, le fait que le monde dépende encore autant du consommateur américain fait que ce sera très difficile d'inverser ce flux de dollars qui se répartit sur l'ensemble de la planète. Merci beaucoup pour ces réflexions, Samy. Merci d'avoir partagé avec nous vos vues, vos convictions de long terme, effectivement, sur la difficulté de dédollariser le monde dans lequel on vit aujourd'hui, y compris sur des horizons de temps qui vont au-delà des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup, Samy. Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui était avec nous en visioconférence pour entamer cette émission. Restons sur le thème du dollar, mais avec peut-être un horizon de temps un peu plus immédiat sur le plan des marchés en tout cas. Julien Tisserand est à nos côtés, je le rappelle, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Grégoire. Le marché est dans l'attente donc des prochaines décisions des banques centrales majeures, Fed et banques centrales européennes la semaine prochaine. Je voulais juste qu'on refasse un peu le film depuis le dernier FOMC, le dernier comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine début mai, qui était donc le moment au cours duquel Jérôme Powell a signalé une pause, ou en tout cas l'idée d'une pause. Ce qu'on disait avec Samy, depuis ce moment-là, le dollar n'a cessé de remonter face à un ensemble de devises. Derrière ce mouvement, le marché a quand même considérablement révisé l'idée qu'il se faisait de ce concept de pause par rapport à la manière dont il a perçu cette idée-là début mai, c'est-à-dire au moment où Jérôme Powell en parlait pour la première fois. Tout à fait. On a des données économiques qui ont été un peu contradictoires. On a aussi eu finalement une résolution sur le debt ceiling, qui était une grosse inquiétude du marché à ce moment-là, et qui maintenait les taux peut-être un peu plus bas, et donc a permis aussi de relâcher un petit peu la pression sur les taux à la hausse. Et on a des données économiques qui sont assez mixées. On a des données sur le marché du travail qui finalement
tiennent mieux qu'attendu. On avait des données notamment, c'est un fait important, beaucoup regardé par toute la communauté des investisseurs, ça a été les demandes d'allocation chômage hebdomadaire, où on a eu des déformations importantes dues à des fraudes dans un État aux États-Unis qui ont fait monter ces demandes d'allocation chômage pendant plusieurs mois depuis le début de l'année et qui se sont avérées être complètement fausses. Et donc ça a vraiment aussi un peu déboussolé les investisseurs et rebattu les cartes sur finalement où on en était de la chemin de ralentissement aux États-Unis. Et finalement, le marché du travail se révèle plus résilient qu'attendu. On a encore eu des chiffres de création d'emplois qui ont été bons, contrebalancés par un taux de chômage en hausse. Donc là aussi, globalement un peu meilleur. La vision que les ménages ont du marché du travail est un peu différente dans l'enquête mensuelle que la vision des entreprises, en l'occurrence. Exactement. Mais globalement, ça reste un marché du travail qui se porte bien. On voit que c'est un desserrement de ces flux de tension sur le marché du travail. On voit avec notamment ce qu'on appelle les quit rates sur des sondages qui sont faits où les gens qui changent de travail ou finalement ont cette possibilité-là le font moins, ce qui montre que le marché du travail se dessert petit à petit avec moins de confiance de retrouver rapidement un emploi. Le chômeur volontaire, hein, c'est ça. Je quitte mon emploi parce que j'ai une telle confiance dans l'idée que je vais me retrouver et mieux payé. Ce phénomène est en train de s'estomper. Exactement. Mais on n'est pas clairement au bord d'une récession rapide ou d'un ralentissement très marqué. Donc ça, c'est pour les données du marché de l'emploi et du consommateur, finalement, qui tient aussi assez bien parce qu'on a toute cette épargne excédentaire dont on a longuement parlé depuis le Covid. On a encore entre 400 et 500 milliards de dollars d'épargne excédentaire qui devrait être petit à petit consommé d'ici la fin de l'année pour arriver à zéro assez rapidement à la fin de l'année. Donc tout ça amortit aussi le choc de la hausse des taux et fait que le ralentissement est plutôt lent. Mais on a toutes ces enquêtes d'opinion, de chefs d'entreprise, l'ISM des services, l'ISM manufacturier, qui sont, elles, plutôt mal orientées. Et on a ces tendances aussi des prix payés qui continuent de baisser assez rapidement, matières premières qui ne se reprennent pas. Donc tout ça entraîne une vision un peu conflictuelle au niveau du marché du travail vis-à-vis de l'économie en général et à générer aussi des discussions au sein de la Fed. On voit qu'il y a deux camps assez nets qui continuent de s'opposer. Un camp qui veut attendre que les effets de resserrement continuent à se faire sentir sur l'économie et préférer ce qu'on appelle un skip, en fait, ce qui a été une définition de sauter finalement ce meeting, cette réunion monétaire, pour se laisser le temps d'analyser encore un peu les données et réévaluer en juillet. Et d'autres comme Boulard, Kashkari, qui sont plutôt les faucons au sein du comité, eux disent non, le marché du travail est encore suffisamment dynamique, il faut continuer le resserrement et continuer sur des hausses de taux de 25 BP. Et le marché dans tout ça, lui qui pressait quasiment pas de hausse de taux, reprice finalement une hausse entre les deux réunions. Donc un peu un pied entre les deux réunions. Notre scénario central reste le fait qu'on va écouter Jérôme Powell, qui était plutôt de rester sur cette pause pour juin et d'analyser les données, notamment le prochain vice-chair de la Fed qui va remplacer Bernard Jefferson et a fait une sortie avant les chiffres d'emploi. Économiste, je le précise, voilà, qui accède au poste de vice-président de la Fed. Était plutôt à marteler un discours de skip, ou en tout cas pause temporaire pour analyser des données. Donc le leadership nous semble toujours plutôt dans ce camp-là, d'attendre, parce que le resserrement a été très rapide. Et on voit que les chiffres d'inflation, de notre point de vue, continuent d'aller dans la bonne direction. On a un desserrement des inflations qui est amorcé et qui va se poursuivre. Et normalement, on ne voit pas de raison, pas de reprise des matières premières. Les salaires commencent à rebaisser, que ce soit Atlanta Fed ou Fed Tracker, des sondages aussi de plateformes, Indeed ou autres, qui font Link Up par exemple. On voit les annonces d'emploi, on voit les salaires aussi qui sont proposés sur ces annonces, et ça a tendance à continuer à aller dans la bonne direction de désinflation. Donc pour nous, ça nous semble logique que la Fed soit dans ce schéma d'attente. Ça heurte évidemment un peu la théorie économique classique, mais c'est quand même ce qu'on a décrit comme le phénomène
de désinflation immaculée, c'est-à-dire la désinflation indolore. On en parlait beaucoup déjà en début d'année, parce qu'on voyait les marches à la baisse sur l'inflation franchie aux États-Unis, quand le taux de chômage lui-même continuait de baisser. Certes, là, on a vu le taux de chômage qui remonte à 3,7, qui reste quand même un niveau historiquement bas, et une inflation, comme vous dites, réalisée et indiquée devant nous, qui va continuer sans doute de baisser. On va se retrouver à 3% d'inflation peut-être le mois prochain, enfin, au mois de juin. En juillet. Oui, c'est ça, sur la marque de juin, publiée en juillet aux États-Unis. Exactement. 3%, c'est pas l'objectif, mais... on s'en rapproche. Ouais, venant d'où on vient... Exactement. Donc c'est pour ça que pour nous, la pause ou le skip, en tout cas pour la réunion qui vient, fait sens de se laisser encore un peu de temps pour analyser. Même s'il faut, le 26 juillet, peut-être faire un nouvel ajustement de 25 points de base. C'est le risque du skip, sur soir à une hausse de taux en juin, alors qui pourrait être une hausse de taux malheureuse, préventive, inutile, j'en sais rien, mais c'est aussi le risque à un moment de se retrouver peut-être avec encore une force des données qui ouvrirait un débat sur une hausse de taux en juillet de 25, et certains même imaginent, pourquoi pas, de devoir discuter d'une hausse de 50 à nouveau. C'est Larry Summers qui évoquait ce risque, en tout cas pour la Fed. Non, 25 possible, mais à voir sur les prochaines réunions. On a aussi ce débat autour du Treasury General Account, la reconstitution. Donc ça, c'est le revers du déplafonnement de la dette. Exactement. Donc le Trésor a un compte à la Fed. Ce compte a baissé jusqu'à quasiment zéro. Donc le Trésor ne pouvait plus émettre de dette, d'où le débat sur le debt ceiling qu'on a eu. Maintenant, ce plafond, la date a été repoussée, donc on peut réémettre de la dette. Et il y a un gros questionnement sur les marchés aujourd'hui. Quel va être l'impact de cette réémission de dette ? Essentiellement, ça sera émis en T-bill, donc des titres très très courts, qui ne devraient pas avoir d'impact en sensibilité sur les marchés, donc ne devraient pas tendre les taux plus longs, 5 ans, 10 ans ou 30 ans, ou les forcer à la hausse. En revanche, ça va dépendre de comment cette absorption de T-bill va se faire, par quel type d'acteur, et ça pourra entraîner une baisse de la liquidité sur les marchés avec la reconstitution de ce TGA. C'est ce qui s'est passé dans le passé. On avait eu, il faut le rappeler, des bilans des banques centrales qui s'étaient beaucoup amoindris et donc qui avaient créé une baisse de la liquidité tout le premier semestre l'année dernière. En octobre, contre nos attentes finalement sur les marchés, on avait eu une hausse de nouveau avec la Banque de Chine, la Banque du Japon et même la Fed plus récemment avec ses aides pour les banques régionales qui a réinjecté de la liquidité sur les marchés, ce qui a aidé, nous on pense en tout cas les marchés actions à être à ce niveau. Et là, c'est vrai qu'il y a un questionnement sur, on parle de 500 à 700 milliards de dollars qui vont être réémis en T-bill et qui vont du coup amoindrir cette liquidité pendant l'été. Oui, il y a une forme quand même d'expérimentation de ce point de vue. Le déluge d'émissions dans un laps de temps aussi court qui va devoir être absorbé par les acteurs de marché, les acteurs privés, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans cette ampleur en tout cas. Oui, tout à fait. Et ça peut peut-être participer à resserrer les conditions financières à nouveau un petit peu. Ça peut équivaloir à quelque chose de taux, peut-être. Voilà. Et donc, peut-être équilibrer avec les actions de la Fed. Une fois qu'on a dit ça, quelle est votre position et votre ligne de conduite vis-à-vis du marché obligataire américain à ce stade, Julien ? Alors, on a eu tendance, sur le mois et demi qui s'est écoulé, à remonter petit à petit nos sensibilités dans les fonds, avec une vue à long terme, qu'on arrive sur un équilibre, sur la fin de la hausse des taux, que la désinflation va continuer pendant les 3 à 4 prochains mois. Les attentes sont pour 3% à 2,5 à 3% d'ici l'automne. Donc pour nous, des bons du Trésor à 3,70, 3,80 sur le 10 ans nous semble être un point d'achat intéressant. On a un taux d'équilibre qui est plutôt autour de 3,50, 3,60 dans nos estimations sur les prochains mois. Et aussi, il faut le rappeler, traditionnellement une bonne saisonnalité à venir malgré ces émissions de T-bill dont on parle. Les émissions du Trésor plus classiques, les émissions obligataires notamment d'entreprises vont se raréfier au fur et à mesure de l'avancée de l'été et ça participe souvent à un manque de papier sur les marchés qui amène les taux à être pressurisés à la baisse. Donc ça nous a conforté dans l'idée de racheter de la sensibilité dans nos fonds, notamment sur les taux américains.
Autant j'ai l'impression que les investisseurs retrouvent un peu de visibilité effectivement sur la partie américaine, comme vous dites, on peut regarder un peu au-delà là, de la prochaine décision, etc. Autant pour la BCE, j'ai l'impression que c'est encore compliqué. Le marché, les investisseurs ont du mal à lire encore la trajectoire, la future peut-être de la politique monétaire en zone euro. Alors de notre côté, on commence à avoir un peu plus de confort justement. Donc le marché attend 2 hausses de taux, nous aussi, pour juin-juillet. En septembre, c'est possible, il y a une ouverture, mais ça nous semble moins probable parce qu'on commence à avoir des chiffres d'inflation qui rassurent. On a eu une baisse assez forte, on anticipe encore des baisses. On va être aussi, d'ici le mois d'octobre, autour de 3% en zone euro d'inflation, donc c'est toujours au-dessus du mandat de la BCE également, mais c'est en tout cas beaucoup plus proche que ce qu'on a été des 8 à 10% qu'on a connus. Et surtout, on voit l'inflation cœur, qui est un gros problème pour la BCE, qui était à 5,6, 5,7, rebaissé à 5,3% annualisé. Et cette inflation cœur va continuer à baisser pour nous. C'est une tendance. Parce que c'est vrai que le chiffre de mai, alors c'est la position de Christine Lagarde fait que, mais elle prend beaucoup de distance par rapport à cette marche à la baisse qui a été significative, qui a mis beaucoup d'encouragement, on va dire, dans l'idée de la désinflation, mais elle n'a pas voulu extrapoler l'idée d'une tendance. Vous dites, quand on est dans le... Enfin, l'investisseur privé, lui, il peut aujourd'hui être plus confortable avec l'idée d'une tendance qui... Après, Christine Lagarde est dans son rôle bien de sûr, ne pas vouloir desserrer les conditions monétaires et d'avoir beaucoup de prudence. Mais pour vous, c'est bien le début d'une tendance. Oui, pour nous, ça va être la tendance. On voit aussi où il y a une inquiétude qui pourra peut-être se justifier dans les trimestres à venir, mais qui nous semble peut-être surjouée, c'est sur la hausse des salaires. On a eu les salaires négociés qui sont sortis pour le premier trimestre, autour de 4,3% en rythme annualisé, versus contre 3% sur les deux derniers trimestres de 2022. C'est moins que ce que la BCE anticipait. La BCE anticipait, il me semble, autour de 5% ou plus, donc c'est moins. Donc finalement, quand on regarde la BCE, si on prend les données de façon très objective, l'inflation ressort en baisse par rapport à l'attente des BCE dans ses forecasts de mars, les salaires négociés également. La croissance, on voit, commence à voir des effets de tassement s'effriter. Oui, l'Allemagne a la consommation est un peu poussive, l'Allemagne en récession technique, et on voit tout ce qui est indicateur avancé, notamment aussi les commandes de biens. On voit en Allemagne la production industrielle commence à baisser plus significativement. Donc pour nous, il n'y a pas de signe que la BCE doit faire beaucoup plus. Je comprends. Les 25 points de base pour la prochaine réunion et 25 points de base en juillet sont légitimes, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Là aussi, il y a une question alors, de délai. C'est vrai que le délai de transmission de la politique monétaire est au cœur du sujet en ce moment. Mais la transmission fonctionne. Il y a une question de temporalité, de temps peut-être, mais en termes de niveau de restriction monétaire infligée ou à infliger demain, le débat est en passe d'être clos d'une certaine manière. Tout à fait. Et il faut aussi voir finalement en rétrospective, la Fed aura monté ses taux de près de 500 BP de resserrement, mais la BCE, on va arriver sur 400, 450 BP de resserrement. Pas si loin que ce qu'a fait la Fed. Pour une économie historiquement qui n'a pas le même dynamisme, qui a été aidée par le côté fiscal. Finalement, les US, ça a été 2020-2021. En Europe, 2022, au niveau fiscal, aura été très fort aussi pour aider. Mais on voit que ces marges de manœuvre fiscales vont finalement se renverser. On va prendre la tendance inverse petit à petit au fur et à mesure que les prochains mois, trimestres vont avancer. Donc ça aussi devrait participer au ralentissement de l'inflation. Nous, on en reste convaincus en tout cas. Merci beaucoup Julien. Voilà, on est peut-être quand même dans la séquence finale, j'en sais rien, mais en tout cas dans la fin du voyage vers la désinflation et le retour à une inflation. On verra où l'inflation atterrit, où elle reste effectivement sur les prochaines années, mais en tout cas, une partie de la bataille est peut-être déjà derrière nous. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.